Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans le Ciné-Club des Réfracteurs. Installez-vous confortablement pour votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Spike pour vous accueillir comme d'habitude et aujourd'hui on va parler d'un immense monument du 7e art. On était impressionnés quand on l'a tiré au sort la semaine dernière. Ce film, c'est La Nuit du Chasseur. On va revenir dessus en détail, mais avant tout, j'accueille mes deux acolytes du jour, puisqu'ils sont deux. Tout d'abord, mon frère de sang, celui avec qui nous avons pactisé tels les Indiens, Gré Pigeon. Bonjour Gré. Salut mon cher Spike. Et oui, le film numéro 541 de la collection Criterion. Et je te laisse présenter notre invitée prestigieuse, c'est une habituée de la maison. Oui, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a la chance de partager le micro avec Charlotte. Et Charlotte, on est très heureux de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te suivre habituellement, Charlotte ? En ce moment, pas beaucoup de lieux précisément, surtout chez vous et chez Sueur Froide et quand on enregistre chez James et Faye avec Sophie On a supprimé les rushs. On n'est pas très régulier en ce moment. Je sais que la dernière émission, je ne l'ai pas encore écoutée, je m'en excuse, mais elle m'intéresse beaucoup puisqu'elle parle de Sergio Leone et de Akira Kurosawa à la fois. Oui, tout à fait, il y aura une suite. Ah, on est impatient de voir ça et j'en profite puisque tu es là au micro avec nous pour te remercier pour tes articles que tu nous fournis régulièrement qui sont toujours frappés du sceau de la pertinence évidemment. Chaque fois qu'on fait appel à toi, tu réponds présente, c'est toujours agréable. Et je te remercie aussi, ça c'est un travail de l'ombre sur lequel j'aime mettre la lumière de temps en temps, c'est pour ton travail de relecture. Et sans la relecture, les articles des réfracteurs ne seraient rien. Gré, tu en sais quelque chose puisque tu y es presque quotidiennement au poste, mais on remercie du même coup Charlotte, Oracle, Bastien qui le fait aussi de temps en temps. Bref, tous ceux qui nous donnent un coup de main dans l'ombre. Et de rien. Bon, il est temps de s'atteler au meilleur film de Charles Laughton, au meilleur film de sa carrière de réalisateur. Ouais. Le meilleur et le pire à la fois, vous allez comprendre pourquoi. Ce film, c'est La Nuit du Chasseur, sorti en 1955, c'est le numéro 541 de la collection Criterion, comme tu nous l'as dit, Gré Pigeon, et dedans on retrouve Robert Mitchum dans son rôle iconique. On aura l'occasion de débattre pour savoir si c'est son plus grand rôle et comment lui l'a perçu. On retrouve aussi Shelley Winters et Lillian Gish, du beau monde sous la houlette de ce cinéaste qui était préalablement acteur. Est-ce que vous voulez mon petit résumé traditionnel avant qu'on se penche sur les gens qui ont fait ce film ? Ah oui. Oui, très, très, très hâte de t'entendre. A priori, ça va pas être trop difficile parce que Les Chasseurs est une histoire plutôt linéaire. Oui, effectivement, mais sache qu'avec moi, tout ce qui est facile se révèle être difficile une fois que ça doit sortir de ma bouche. Alors c'est assez simple, en fait, c'est vrai. C'est l'histoire de deux enfants, John et Pearl, qui sont des enfants de la ruralité américaine, de la Virginie occidentale, tu me disais, Gré Pigeon en off, et qui ont un père qui est braqueur de banque. Et à la suite d'un braquage, il va gravir un magot assez fabuleux et il va le confier à ses enfants avant d'être arrêté par la police en leur intimant l'ordre de le cacher dans la poupée de la petite fille. Malheureusement, au cours de ce braquage, le père des deux enfants a commis un meurtre. Il va donc être condamné à mort et dans la cellule, il va partager son lit avec le prédicateur, le prêcheur plutôt, Harry Powell, un homme qu'on devine sadique, qu'on devine même tueur. Et Harry Powell va essayer de savoir où est-ce que le magot est planqué, mais il ne va pas réussir à obtenir la vérité du condamné à mort. Et il va dès lors, à sa sortie de prison, se rendre dans la maison du voleur, tenter de séduire son épouse Willa Harper, que joue Shelley Winters, et surtout imposer son sadisme aux enfants pour qu'ils crachent le morceau. Voilà pour mon résumé. Je vous propose maintenant de nous attarder, comme nous en avons l'habitude, sur les gens qui ont confectionné ce film, et notamment sur Charles Laughton. Et là, on laisse la parole à notre Charlotte qui va nous éblouir de son savoir. Oui, alors Charles Laughton, c'est un acteur anglais qui a été naturalisé en 1950 américain. Il est né à la toute fin du 19e siècle, puisqu'il est né en 1899. En dehors de son travail de comédien et de réalisateur, il était professeur de comédie.
Pour son petit, c'est pour le carnet rose. Il était marié avec Elsa Lanchester qu'on connaît sous le rôle de la fiancée de Frankenstein surtout, qu'il a rencontré donc sur une pièce de théâtre. Et ils sont restés liés jusqu'à la mort de Charles Laughton. Donc c'est un acteur qui est un acteur qu'on peut qualifier de shakespearien. Il a joué à Broadway, il a monté des représentations théâtrales, il a tourné même aux États-Unis avec une série de textes, de contes, etc. On y reviendra au conte d'ailleurs, c'est intéressant ça. Tout à fait. Donc des récits en tout cas fondateurs des États-Unis. Et en fait, si c'est un acteur shakespearien, c'est surtout un acteur brechtien. Et ça, on va revenir dessus dans le film. Il a travaillé avec Bertolt Brecht donc sur la représentation de la pièce La vie de Galilée. Et sur la traduction anglaise. Donc c'est une pièce qui est très particulière parce qu'elle a plusieurs traductions et la traduction anglaise c'est la plus courte en fait. C'est un travail qui a tellement marqué les deux hommes que Brecht en a même écrit un essai qui s'appelle Construction d'un rôle, le Galilée de l'automne, donc comme si il s'était tellement réapproprié la pièce que c'était devenu le Galilée de l'automne. Ça a l'air d'être annexe ce que je vous raconte, mais ça aura une importance après sur le film. C'est une pièce qui a une importance thématique pour l'automne, puisqu'on sent une influence dans son travail dans la nuit du chasseur. Puisqu'effectivement, la vie de Galilée, comme le titre l'indique, ça raconte l'histoire d'un homme de science qui s'oppose à l'institution catholique et et donc l'institution refuse de reconnaître officiellement que Galilée a raison, donc sur son travail sur l'héliocentrisme, et il refuse de reconnaître les travaux de Galilée, alors même qu'ils savent qu'il a raison. Donc ça parle du mensonge du pouvoir religieux qui refuse de remettre en question sa pensée, et puisque l'héliocentrisme remettait en question la place centrale de l'homme, et qui préfère mentir pour garder les masses sous sa coupe, quoi. Donc c'est un thème qu'on retrouvera dans le film. L'homme Galilée tient bon dans ses convictions, quoi. Donc c'est un texte que Brecht a travaillé tout au long de sa vie jusqu'en 1955, ce qui est intéressant puisque c'est la date de sortie du film. C'est une pièce qui s'inscrit complètement dans les inquiétudes du XXe siècle au moment où elle est écrite, quoi. Voilà, donc pour revenir sur la biographie de l'automne, c'est un acteur qu'on a vu, on va faire un petit clin d'œil à un de nos auditeurs qu'on a vu dans The Old House de James Whale qui est sorti en 1932. Et pourtant, il est très marquant. XP, voilà, tout à fait, c'est pour XP. C'est un film dans lequel il apparaît à peine en fait, mais il est déjà très marquant. Et il va jouer dans les films des plus grands metteurs en scène de l'époque, donc Cécile B2000, Alexandre Corda, grâce à qui il recevra un Oscar en 1934 pour La vie privée d'Henri VIII. Il va jouer avec Leo McCarey, avec William Ditterle, il fera un Quasimodo pour Ditterle. Il va jouer 2 fois avec Hitchcock, il joue avec Vidor, Renoir, Wilder, Lynn, même Kubrick pour Spartacus. Il est un fameux capitaine Bligh dans Les Révoltés du Bounty. C'est un comédien dont le talent est vraiment, même encore aujourd'hui, indiscuté. Il est reconnaissable entre autres par sa voix grave et posée. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il est oublié, en tout cas de l'ensemble des spectateurs, on va dire. Pas par les cinéphiles forcément, mais ouais, par les, on va dire, les spectateurs qui sont moins versés dans le cinéma classique, on va dire, contrairement à des comédiens comme Cary Grant, par exemple. Il est aussi remarquable par sa laideur, en fait. Et il le sait, et il se détestait. Il y a des phrases qu'il dit sur lui-même qui sont, enfin, ce serait quelqu'un d'autre qui parlerait de lui, ce serait extrêmement blessant, quoi. Donc il a un dégoût de lui-même qui le suit toute sa vie. Et c'est sans doute un homme qui était très torturé, et a priori même plus qu'a priori, c'était un homosexuel refoulé. Ça a certainement marqué une ambivalence chez lui, puisqu'il avait été élevé dans une foi catholique fervente, donc sans doute de manière pas très libre, on va dire. C'est une ambivalence et une ambiguïté chez lui qu'on retrouve, je trouve, dans La Nuit du Chasseur. On va en parler. Je sais que vous avez eu, vous, des discussions sur
certaines significations, certains thèmes dans le film. Donc il y a une ambivalence de sa vision sur la religion, par exemple. En dehors de ça, c'était un opposant au maccarthisme. Il y a une anecdote que Dalton Trumbo raconte dans un numéro de Positif en 64. Dalton Trumbo écrivait sous un pseudonyme quand il écrit Spartacus, et Kirk Douglas voulait que son nom soit apparaisse au générique si United Artists acceptait, et évidemment ils ont refusé. Et donc c'est sous pseudo que Trumbo écrit le film. Et il se trouve que Peter Ustinov et Charles Laughton ont découvert le poteau rose, et ils ont décidé d'en faire part aux journalistes et de créer le scandale, ce qui fait que Trumbo a eu son nom inscrit au générique. Donc voilà. Pour un ancien collaborateur de Brecht, c'est pas étonnant qu'il se soit opposé au maccarthisme. Voilà, c'est pas étonnant du tout. Je sais pas si c'était pas un lecteur de Marx, Laughton. Je dis peut-être une bêtise, mais je me demande, en fait. Il me semble avoir vu passer ça. On peut retrouver des traces d'anti-maccarthisme, je trouve, dans La Nuit du Chasseur, d'ailleurs, notamment avec la scène finale, avec le lynchage, oui, tout à fait. le personnage qui échappe au lynchage. On peut penser à une dénonciation du maccarthisme de l'époque. Oui, dans le côté, on en parlera peut-être, mais par rapport au personnage de Spoons, par exemple, qui Bien sont sûr. très versés dans la dénonciation, et surtout ne pas être associés avec des gens de mauvaise réputation, on va dire. La conformité jusqu'à l'excès. Ouais, voilà, tout à fait. Donc pour terminer, il meurt en 1962 d'un cancer, je crois. Voilà, donc un homme très ambivalent, extrêmement brillant, et un très grand acteur, même encore aujourd'hui, quoi. Voilà pour la biographie. Il avait 55 ans, je crois, quand il fait la Nuit du Chasseur. Il avait plus que quelques années à vivre. J'imagine qu'il savait pas qu'il était condamné, mais ouais, il avait déjà une belle carrière derrière lui, d'acteur en tout cas, quand il décide de se lancer dans la mise en scène. Et je crois que quand il décide de réaliser, en fait, il est un peu dans un creux de sa carrière. Il en profite, en fait, pour faire autre chose, je crois. En revanche, il a mis en scène au théâtre, donc il n'était pas nouveau, en tout cas, dans la direction de comédien, quoi. Juste après, il va faire Témoin à charge avec Billy Wilder, avec Tyrone Powers et Marlène Dietrich. Oui, exceptionnel. C'est peut-être le film dans lequel j'ai le plus en tête Charles Laughton. Je vais en profiter pour mettre un film un peu méconnu en lumière avec Charles Laughton, c'est Arc de Triomphe, où il joue, en fait, c'est la déchéance de Paris juste avant l'occupation allemande, et il joue un de ses ultimes résistants, et c'est l'occasion à nouveau de faire un coucou à XP, puisque c'est lui qui me l'avait suggéré. Il y a un article sur le site, tout cela est intéressé, comme vous le voyez. Donc Charles Laughton, un grand acteur, qui dirige ici un grand acteur aussi, n'est-ce pas, Greg ? Ouais, alors juste pour rajouter un tout petit truc sur Charles Laughton, figurez-vous qu'il a un film dans sa filmographie qui est dans la collection Criterion. Un seul. C'est La Nuit du Chasseur. Étonnant. Oui, parce qu'il n'a réalisé qu'un film. On reviendra comment du pourquoi il ne fera pas d'autres films après La Nuit du Chasseur. 100% de succès pour Criterion. C'est ça. Oui, donc l'acteur principal du film, c'est Robert Mitchum. Robert Mitchum, je pense que tout le monde le connaît, ou on connaît au moins son nom et son visage. Il est né en 17, donc il est un peu plus jeune que Charles Laughton. Alors lui, il vient d'une famille très très pauvre. Et son père est mort quand il avait à peine 2 ans. Son père travaillait pour la compagnie ferroviaire, et il est mort écrasé par un train. Donc enfance tragique pour Robert Mitchum, qui était connu, enfant, en fait, c'était un enfant très difficile. Sa famille trouvait qu'il était un peu farceur. En fait, il était plus que ça. Il faisait les 400 coups. Il était impliqué dans toutes les bagarres qui pouvaient passer. Et à 12 ans, il est devenu tellement ingérable que sa mère l'envoie vivre chez ses parents à elle, dans le Delaware, où ça va pas beaucoup mieux se passer pour le petit Robert. Il va se faire expulser du collège parce qu'il a provoqué une bagarre avec le directeur de son collège. Donc du Normal. coup, il peut plus rester chez ses grands-parents. Donc il part vivre avec sa grande sœur qui habite à New York. Donc c'est pas très loin du Delaware. Elle habite à Manhattan, dans le fameux quartier pas très bien famé de Hell's Kitchen. Et oui, Robert Mitchum étant Robert Mitchum, il va se faire des amis pas très recommandables, et je vais pas vous étonner, il va se faire expulser de son lycée.
Sauf que là, ce sera la fois de trop pour Robert qui va prendre ses clics et ses claques, il va prendre son baluchon et il va se lancer dans une vie de vagabond à travers le pays. Donc là, on est au tout début des années 30 et c'est la Grande Dépression aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens qui prennent la route et Robert en fait partie. Donc il va aller de wagon de marchandises en wagon de marchandises et il va traverser le pays. Et il va accepter tous les Alors petits ça, boulots. c'est très intéressant parce que le personnage qui joue dans La Nuit du Chasseur est aussi une espèce de C'est vagabond ça. en plein cœur de la Grande Dépression. Exactement. Et d'ailleurs, il va passer par l'endroit qu'on voit dans le film. Il va traverser la Virginie occidentale, et, le Delaware. Ce sont les endroits où où se situe le film. Et il va faire tous les petits boulots qu'il va pouvoir trouver. Donc il va être mineur, il va être chauffeur, ouvrier agricole, il va creuser des fossés, il va même devenir boxeur professionnel. Il a 15 ans. Hein. Et ça va même le conduire jusqu'en prison parce que le vagabondage est devenu interdit tellement c'était devenu populaire à l'époque. Donc les États-Unis ont interdit le vagabondage et donc il va se faire attraper et il va finir en prison. Il va finir même enchaîné au bord de la route à travailler pour l'État en fait en tant que prisonnier. Et il va s'échapper pour retourner dans le Delaware. Donc là il a 16 ans et c'est là qu'il va rencontrer Dorothy, celle qui va devenir sa femme. Alors ils tombent tous les deux très amoureux, sauf que lui il est toujours allergique à sa vie du Delaware, à sa vie bien pépère, il est surtout allergique à la misère, et il va reprendre la route pour aller se diriger cette fois-ci vers la Californie, donc de l'autre côté du pays, avec dans l'idée de faire fortune. Et il laisse sa petite amie de côté, elle qui n'a que 14 ans, il la laisse là-bas en lui promettant qu'il reviendra la chercher quand il aura fait fortune. Et il va le faire. Ouais. Dès la fin des années 30, en fait, il va être repéré parce qu'il est plutôt beau gosse et surtout grâce à son charisme, qui va d'abord le faire repérer dans quelques pièces de théâtre, souvent des pièces qui sont montées de bric et de broc. Donc il va devoir travailler en parallèle. Donc, il a des petits boulots alimentaires la journée et le soir, il joue dans des pièces de théâtre. Et en parallèle, il écrit aussi des livres, notamment des livres pour enfants. Il écrit des chansons, il écrit même de la poésie. Mitchum, c'est un vrai artiste en fait. Il a l'image comme ça d'un acteur un peu bourru, voire dilettante, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup à dire et beaucoup à exprimer. Et c'est le vrai artiste. Alors il va connaître un petit succès au théâtre et il va faire il va faire venir Dorothy avec lui en Californie. Ils vont se marier en 1940. Ils vont avoir en tout 3 enfants, dont 2 vont devenir acteurs d'ailleurs, James et Christopher Mitchum. Et donc ça va être leur vie. Il va vivoter comme ça pendant quelques temps, jusqu'à ce que sa carrière commence à être lancée au cinéma. Il va se faire repérer et il va enchaîner des petits rôles dans des westerns et des films de guerre, des films qu'on avait à l'époque, sans que ce soit il n'avait pas de grands rôles encore. Hein. Mais il va être finalement repéré par la RKO et c'est en 1944 qu'il signe un premier contrat à long terme. Donc il a un peu moins de 30 ans. Et son premier grand rôle va être dans Les Forçats de la gloire de William Wellman, où il va quand même obtenir sa première et sa dernière nomination aux Oscars pour un second rôle. C'est dingue. Ouais, donc sa carrière commence vraiment en fanfare, mais bon, il rencontrera plus jamais le succès critique qui lui permettra de retourner aux Oscars. Par contre, bon, il va être obligé de partir à la guerre. Il va devenir simple soldat dans l'armée et il va combattre en Europe, mais en tant que simple première classe. Et il finit la guerre avec une médaille, celle de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc je sais pas du tout si c'est illustré ou pas pendant la guerre, mais en tout cas, il était pas planqué. Il s'est battu en tant que première classe. Alors à son retour, la RKO ne sait pas trop quoi faire de lui, donc elle va le prêter aux autres studios, et là il va avoir un peu de chance, c'est qu'il va jouer avec les grands cinéastes de l'époque, donc il va faire des films avec Vincente Minnelli, avec Raoul Walsh ou avec Edward Dmytryk quand même, et c'est un rôle en 1947 qui va vraiment le mettre sur un premier rôle qui va vraiment le mettre sur le devant de la scène, c'est La Griffe du passé de Jack Turner, qui est un film noir où il affronte Kirk Douglas. C'est un très 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 grand film, c'est un des meilleurs films noirs de cette époque-là, et c'est ce film-là qui va faire de lui une star. Alors, juste après, en fait, sa carrière aurait pu s'arrêter, parce qu'il va être arrêté en position de marijuana, qui à l'époque n'était pas très bien vu. Alors, il n'a pas eu de chance, parce que c'était je crois que c'est le FBI qui l'a arrêté, et ils essayaient d'arrêter tout un clan d'acteurs qui se droguaient à l'époque, enfin, qui se droguaient, en l'occurrence, s'est fait arrêter de la marijuana, donc
on en pense qu'on en veut. Et le seul à qui, mais sauf que l'affaire était éventée, tout le monde le savait, ça devait être juste pour le show que le FBI devait faire une attaque. Sauf que lui, on avait oublié de le prévenir. Donc finalement, ils ont arrêté personne à part Robert Mitchum. Donc il a fait quand même 50 jours de prison, je crois, pour cette histoire. Et Dennis Hopper court toujours. Ouais, c'est ça. Il va même être pris en photo en tant que prisonnier, en train de passer le balai dans la prison. Et ça va sortir dans les journaux et ça va contribuer à sa gloire en fait. Loin d'arrêter sa carrière, le fait qu'il ait une image un petit peu dévergondée, un petit peu sale, va faire de lui encore un acteur encore plus populaire, qui va être un peu en opposition avec les acteurs plus lisses de l'époque, qui étaient aussi très populaires mais dans un autre registre, comme James Stewart ou Cary Grant que tu citais aussi tout à l'heure, Charlotte. Et Mitchum, en fait, il fait rien pour se faire aimer. Et il va prendre sa carrière par-dessus la jambe, il va accepter de courir le cachet, de jouer à peu près tout ce qui se présente devant lui. Que ce soit bon ou pas, en fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte pour lui, c'est de faire de l'argent. On sent que c'est quelqu'un qui a été très pauvre, et il a le besoin, ce sentiment de peur de retourner dans cette pauvreté. Et donc, dès qu'il peut gagner un petit peu d'argent, il accepte le rôle. Décidément, ces portraits que vous nous faites, mes amis, sont intimement liés au film. Ah ouais, tout à fait. Et c'est pas pour rien qu'il a été casté, même si je reviendrai là-dessus tout à l'heure. En fait, le Robert Mitchum n'était pas le premier choix de Charlton. Alors, à cela, en plus, s'ajoute il a parfois des comportements assez limites sur les tournages, même pour l'époque où les débordements étaient souvent plus acceptés qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais il y a plusieurs réalisateurs avec lesquels ça s'est mal passé, parce que ça lui arrivait plus souvent qu'il n'en faut d'arriver sur un tournage encore assez sous de sa nuit d'avant. C'est un acteur c'est un homme qui a lutté avec l'alcoolisme toute sa vie, Robert Mitchum, et donc il arrivait souvent complètement sous sur les plateaux, et notamment sur La Nuit du Chasseur, où c'est arrivé plus d'une fois où il était pas vraiment en état de tourner le matin. Mais il est en tout cas avant La Nuit du Chasseur, entre donc cette arrestation et le moment où 1955, il a tourné encore des films avec des grands réalisateurs, malgré quelques navets ici ou là. Mais il a tourné notamment 2 fois avec Otto Preminger, dans La Rivière sans retour avec Marilyn, et Un si doux visage avec Jim Simmons. Alors je mentionne ces 2 films-là avec ces 2 actrices parce que s'il est resté marié avec Dorothy toute sa vie, ça l'a pas empêché d'aller voir ailleurs, et il a eu des liaisons avec à peu près toutes les stars de l'époque, dont Marilyn évidemment, Ava Gardner, Jane Russell, voilà. C'était la vie de Robert Mitchum qui adorait revenir toujours vers sa femme, mais qui avait aussi sa vie à côté. Alors pour en conclure avec Mitchum et jusqu'au moment où il fait La Nuit du Chasseur et son rôle de prédicateur fou, tu le mentionnais tout à l'heure, Charlotte, en fait il considère que c'est le rôle qui l'a le plus marqué. Il a peu de respect pour sa carrière d'acteur et pour les films dans lesquels il a joué, mais quand on lui a demandé à la fin de sa vie s'il avait été particulièrement fier d'une prestation, c'est ce film-là qu'il citait, et notamment la collaboration avec Charlton qu'il a considéré comme étant le meilleur réalisateur avec qui il a pu tourner. Alors qu'il a tourné avec les plus grands. C'est quelque chose qu'il reconnaît sur le tard, parce que je crois que tu nous disais que la collaboration n'avait pas forcément été de bon enfant sur le plateau. Charlton, c'était un très grand directeur d'acteurs, il était très habitué, il a dirigé énormément de pièces de théâtre, et Mitchum a eu besoin d'être convaincu. Il était un petit peu réticent dans la manière dont l'automne lui demandait de jouer son personnage, mais il a été convaincu par l'automne. Alors en plus l'automne, il avait une manière spéciale de filmer. Il filmait à la manière des films muets, c'est-à-dire qu'il lançait il lançait la séquence et les acteurs commençaient à jouer, et si ça n'allait pas, il y avait pas de cut. Il continuait, il reprenait la scène, il reprenait. Donc il y avait beaucoup d'essais, jusqu'à ce que l'automne décide que là, quand il y avait plus de pellicule, on arrêtait. Et puis c'est au montage en fait qu'il a pu choisir à chaque fois les meilleures prises, et ça les acteurs adoraient parce qu'ils pouvaient essayer tout ce qui leur passait par la tête, et l'automne les encourageait à ça, et ça Mitchum il a adoré. En fait je crois qu'il y a aussi eu un peu une légende qui a été construite autour du film, parce que on a beaucoup entendu parler du fait que il avait pissé dans la voiture du producteur parce que celui-ci lui avait dit qu'il n'était pas content de son état d'ébriété constant, quoi. Ce qui est vrai, et d'ailleurs il l'a reconnu lui-même. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Apparemment, les récits et les souvenirs des uns et des autres, que ce soit les comédiens ou les techniciens, disent que en fait c'était un tournage qui était bon enfant et une ambiance agréable de travail. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils s'entendent. Enfin, chez les Winters et Mitchum se supportaient très très mal,
Et en plus, la pauvre Shelley Winters, elle était un peu maltraitée par et son partenaire et son réalisateur, quoi. Ouais, il l'a frappé, il l'a giflé à un moment parce que elle aurait mal parlé à une costumière. Et ça, Charlton, il a pas supporté. Et il l'a giflé. Et alors, cette anecdote, je sais pas si elle est véridique, mais elle est étonnante parce que Shelley Winters, c'est vraiment l'automne qui l'a choisi et ils se connaissent très très bien, ils étaient très amis et elle était notamment, elle faisait partie des étudiantes de son cours Ouais, tout à fait. à l'automne. Et il l'a choisi parce qu'il savait justement qu'elle le connaissait et qu'elle connaissait la façon de travailler de l'automne et qu'elle serait complètement à l'écoute justement de ses directions, quoi, de comédien. Donc, Ouais. Et Shelley Winters, donc on peut mentionner brièvement un petit peu sa carrière. Hein. C'est pas non plus une inconnue quand elle fait La Nuit du Chasseur. Hein. Elle a tourné aussi avec elle a tourné le Gatsby le Magnifique. Elle a tourné dans Winchester 73 avec James Stewart. Elle a eu beaucoup de films avec et elle a beaucoup de films avec du succès et notamment elle partageait un appartement à cette époque-là dans les années 40 avec Marilyn Monroe. C'était c'est assez rigolo. Mais elle a tourné donc avec des films avec Sinatra, elle a tourné un tramway nommé Désir, elle faisait un tramway nommé Désir au théâtre à Los Angeles. C'était vraiment une actrice qui était tout devant de la scène. Et elle a continué sa carrière après La Nuit du Chasseur. D'ailleurs, pour montrer sa notoriété, c'est elle qui apparaît en deuxième nom sur l'affiche et pendant le générique, alors qu'on peut débattre sur est-ce qu'elle est vraiment le second rôle du film, le premier second rôle du film. Les enfants semblent être plus en avant et la vieille femme qui marquera la fin du récit est peut-être aussi plus prégnante. Donc je pense que oui, effectivement, il y a eu sa renommée qui a joué et elle est magnifique dans le film d'ailleurs. Elle est super et dans sa filmo, elle a il y a une place qui est faite pour les rôles de femmes victimes et négligées et de femmes en manque de sensualité parce qu'elle joue aussi la mère de Lolita dans le Lolita de Kubrick et elle joue la pauvre compagne j'ai oublié son nom du personnage principal de Une place au soleil. Et c'est vraiment un des trois rôles là, La Nuit du Chasseur, Une place au soleil et Lolita qui sont vraiment des rôles très similaires, quoi. Tu parlais de la deuxième actrice, Spike, qui aurait peut-être mérité le deuxième nom, Lillian Gish. Alors, Lillian Gish, c'est pas n'importe qui. Elle a 60 ans, je crois, aux alentours de 60 ans quand elle tourne La Nuit du Chasseur. Et encore une fois, c'est l'automne hein, qu'il a choisi. Parce qu'il était, pour préparer le film, il a vu énormément de films muets. Et Lillian Gish, c'était une star du muet. Elle a notamment joué avec Griffith dans La Naissance d'une Nation. Donc, film problématique s'il en est, mais qui a eu son importance. Et en fait, il considérait que quand on voyait un film avec Lillian Gish, on était affalé dans son fauteuil et quand elle apparaissait à l'écran, on se relevait dans le fauteuil tellement on était en pamoison devant elle. Donc il rêvait de tourner un jour avec elle. Et elle était étonnée qu'on fasse appel à elle si longtemps après sa grande carrière en tant qu'actrice de muet. Et c'est un rôle vraiment exceptionnel. Elle est géniale, Lillian Gish. Oui, on reviendra sur l'aspect conte de fées, mais c'est la bonne marraine du récit, c'est la porteuse des valeurs de cœur qui sont absentes pendant toute la première moitié et qui ressurgissent à la fin quand les enfants prennent la fuite. Ouais. Je l'avais tué dans mon résumé, mais comme vous le savez, dans le podcast des réfracteurs, le spoiler est notre credo. Juste mentionner un second rôle, vraiment un troisième rôle, c'est celui du père des enfants, donc qui disparaît très tôt dans le film. Il est interprété par Peter Graves. Alors Peter Graves, je sais pas si ça vous dit quelque chose à tous les deux, mais c'est l'acteur qui interprétait Jim Phelps dans la série Mission Impossible. Ah ouais, incroyable. Ouais. C'est aussi le commandant de l'avion y a-t-il un pilote dans l'avion? Celui qui pose des questions graveleuses aux petits garçons. Est-ce que tu as déjà vu Une prison turque? C'est ça. C'est Peter Graves. On se rappelle de lui. Juste pour noter quelque chose quand même, pour noter la confiance que les comédiens avaient en l'automne. Lillian Gish, en fait, elle était retraitée à l'époque du film et elle faisait pas de promo. Et pour le film, elle a fait des plateaux télé, ce qui était très étonnant parce que c'était pas du tout son truc, quoi. Donc, c'est-à-dire que les comédiens sont quand même impliqués et ils ont cru à la grandeur du film, quoi, à l'importance du film. Alors, ils semblent tous avoir cru au succès du projet, mais d'où viennent ses origines? D'où est née cette Nuit du Chasseur qui est désormais légendaire, mais qui n'a pas forcément eu un accueil chaleureux?
Oui, et donc le contexte du film, Charlotte, comme tu l'as dit, Charlotte, c'est un acteur très respecté, avec vraiment une solide carrière à Hollywood, même s'il est un peu dans le creux de la vague, et donc il a des velléités de mise en scène derrière une caméra, et il veut réaliser un film. Et c'est un producteur débutant qui s'appelle Paul Gregory qui va faire équipe avec lui, en ayant l'idée d'adapter un roman à succès de David Grubb qui est sorti 2 ans avant, qui s'appelle La Nuit du Chasseur. Et il considère que ce serait une bonne occasion pour l'automne de faire ses débuts derrière la caméra. Et l'automne, il est enthousiasmé parce qu'il adore le roman. Alors il contacte Grubb et les deux vont immédiatement très bien s'entendre. Ils vont se rencontrer à Philadelphie, ils vont passer quelques jours à discuter et Grubb il va même proposer des dessins, des croquis pour montrer, parce qu'il a du mal à exprimer verbalement ce qu'il veut dire en dehors de son livre. Par contre, il arrive à s'exprimer avec des dessins. Donc il communique comme ça avec l'automne et l'automne va utiliser beaucoup de ses dessins pour le storyboard du film. On peut trouver quelques-uns de ces dessins d'ailleurs ici ou là si on cherche. Alors Grubb, il a une version très différente de celle de l'automne au final. Elle est beaucoup plus noire, beaucoup plus violente, et j'allais dire même beaucoup plus frontale. Au départ, Grubb, il envisage d'écrire lui-même le scénario, mais c'est le studio qui veut pas, parce qu'ils veulent quelqu'un qui a une expérience pour l'écriture de films, et ils vont embaucher James Agee. Alors c'est étonnant qu'il choisisse ce nom-là parce que la raison pour laquelle il choisit, c'est parce qu'il vient du Sud. Ben justement, il a déjà écrit des scénarios qui parlent de la dépression, donc il semble tout indiqué pour écrire sur La Nuit du Chasseur. En fait, c'est un journaliste il est connu en particulier parce qu'il a été envoyé justement au moment de la Grande Dépression et au moment des candidatures présidentielles, c'est Roosevelt qui envoie des photographes dans les États qui sont touchés par le Dust Bowl et la Grande Dépression. D'ailleurs, il y a des photographies très connues. On connaît les photos de Dorothea Lange en particulier. Et James Agee, il est envoyé comme journaliste pour interviewer des métayers. Et il part avec Walker Evans, qui est aussi un grand photographe de cette époque-là. Et il en fait un livre qui s'appelle Où maintenant les grands hommes et qui parle justement de la vie de 3 fermiers qui vivent dans la pauvreté, mais vraiment crasse, quoi. Et donc c'est un mec qui est extrêmement averti des pauvretés qui touchent le pays à ce moment-là et du fait que t'as des gens qui crèvent et qui sont sur les routes, quoi. Donc c'est pas totalement un hasard que ça soit lui qui soit appelé pour adapter cette histoire qui justement se passe sur les routes de la Grande Dépression, quoi. Ouais. Alors il va écrire le scénario en 2 mois. Enfin, pas vraiment un scénario, il va plutôt écrire les 2 premiers brouillons, mais il va rendre au final j'allais dire un livre de 293 pages, ce qui est beaucoup pour un scénario, c'est beaucoup trop. Et le problème, c'est que la cohabitation avec l'automne va être compliquée parce que Agee, à ce moment-là, il est très alcoolique. Et tant et si bien que l'automne va en fait devoir faire beaucoup de réécriture seul. Et c'est sa version à lui qui va être utilisée lors du tournage. Sauf que Agee, il va pas vraiment mal le prendre, mais il va considérer que c'est plus vraiment son scénario à lui, donc il va insister pour que l'automne soit crédité en tant que co-scénariste, mais l'automne va refuser. Il considère que sans Agee, en fait, il n'aurait jamais pu écrire le scénario finaliser le scénario, et donc c'est à lui que doit venir le crédit. C'est plutôt classe de la part de l'automne. Ouais. Et notamment l'idée assez forte qui ouvre le film avec les visages d'enfants autour d'étoiles, c'est une idée de Agee, mais Agee lui il voulait en faire la scène finale du film. Et c'est l'automne qui a eu l'idée de faire un début qui répondra à la fin, une fin qui répond au début du film. Donc là on en est encore à l'époque au moment du scénario, et il y a plusieurs problèmes qui vont s'opérer notamment dans la production. Paul Gregory, donc le producteur, ils vont tenter de modifier le script à plusieurs reprises parce que on est encore en pleine période du code Hays, et il y avait beaucoup d'inquiétudes de leur part à présenter un prédicateur à l'écran comme une personne perverse, parce que il n'y a pas d'autre mot pour décrire. Et encore, la version finale est très édulcorée par rapport au scénario original. Et en fait, c'était très important que le personnage, qui soit bien évident, que le personnage du prédicateur ne soit pas un vrai révérend, mais ce soit plutôt quelqu'un qui fasse semblant d'en être un. Il fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce niveau-là, sinon la censure aurait interdit le film. Et d'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec ça quand même.
Ah ouais, c'est marrant parce que je trouve qu'on sait pas en vrai, on sait Non. jamais dans le film. Non, mais ouais, justement, je suis assez d'accord avec toi. Quand j'ai lu ça, j'étais étonné aussi parce que on a le doute. Et d'ailleurs, on peut penser légitimement que le personnage de Mitchum croit vraiment en ce qu'il dit. On peut également penser le contraire, de la même manière, on ne sait pas. Le film, là je fais une petite parenthèse d'analyse, le film lui confère quand même une espèce de ce que j'appellerais une sombre église. On le voit au contact de la population faire sa prêche dans un lieu qu'on pourrait penser être une église. Et là, l'image est baignée de flammes, comme si il donnait une prêche infernale, et un mauvais précepte en quelque sorte. Et je pense aussi précisément à un plan où il est dans la chambre avec Shelley Winter, et où les ombres, il y a un travail d'ombre évidemment exceptionnel sur le film, et les ombres font comme un toit d'église, un toit pyramidal, ce qui évoque véritablement un lieu saint. Donc je pense quand même que l'ambiguïté, elle se joue aussi sur l'image, et que Charles Laughton est quand même conscient partiellement de ce qu'il fait. On pourrait aussi considérer que si c'est un vrai charlatan ou quelqu'un qui veut absolument profiter de la détresse des femmes pour en profiter et puis pour les tuer, en fait, il ne profite jamais sexuellement des opportunités qu'il a, et notamment dans la scène du début, juste avant qu'il se fasse arrêter, on le retrouve au cinéma. C'est dans un cinéma ou un théâtre où on sent qu'il est vraiment très perturbé par la présence féminine, avec une scène très presque drôle en fait, où il met la main dans sa poche et c'est un couteau qui transperce son entrejambe. Ça arrive 2 fois d'ailleurs. Ouais. C'est une évocation sans faux semblant. Si, camouflé, mais on devine très bien ce qu'a voulu suggérer Laughton avec ça. Ouais. Et de toute façon, c'est un personnage qui est dans un refoulement de ses désirs. Il est presque lui-même accablé par les préceptes qu'il profère, en fait, j'ai envie de dire. On peut penser légitimement qu'il croit à ce qu'il dit, qu'il s'impose lui-même cette espèce de rigueur et de martialité, et il en souffre, il refoule sa sexualité complètement. Ah ouais, tout à fait. Alors finalement, le scénario, il a été approuvé par le studio, mais par contre, il va s'attirer les foudres de plusieurs groupes protestants qui ont réussi à se procurer des copies du scénario, et ils vont s'opposer à la production du film. Alors me demandez pas comment, je ne sais pas, mais je sais que en amont du tournage, bien avant le tournage, le film était déjà dans la controverse, en tout cas à cause de son sujet qui était présupposé sulfureux. Je pense que c'est beaucoup lié au succès du livre aussi, qui a dû énerver plusieurs groupes de religieux. Oui, puis tu nous confiais en off que en plus le livre s'inspire d'une histoire vraie. Ouais. Et je pense que réouvrir les blessures de cette période infernale, de la Grande Dépression et des crimes de sang qui ont eu lieu pendant cette période, c'était peut-être pas encore l'époque à Hollywood, on le percevait pas encore comme ça a été le cas après avec le Nouvel Hollywood qui a revisité cette période. C'est encore une blessure qui est vive dans la population américaine. Je pense que une partie du public puritain, on pourrait dire entre guillemets, était sans doute réticent à l'idée de se replonger là-dedans. Alors c'est vrai, même si en fait l'histoire vraie donc du tueur en série Harry Powers ressemble en beaucoup de points au personnage de Robert Mitchum, mais ce n'est pas un prédicateur lui. Lui c'était quelqu'un qui séduisait les femmes pour les tuer et les détrousser, mais il n'y avait pas le côté prêcheur qu'a Robert Mitchum dans le film et dans le livre. Alors Laughton, il va avoir dans l'idée au départ, dès le début, de s'inspirer des films muets qu'il adore. Donc il va revisionner beaucoup de films muets, notamment La naissance d'une nation dont je parlais tout à l'heure, ce qui va lui permettre d'avoir l'idée d'embaucher Lillian Gish. Mais en fait, son idée, c'était de rendre le pouvoir des films muets aux films parlants, ce qu'il considérait qu'il manquait, et ça va être une des raisons pour lesquelles il va choisir de faire le film en noir et blanc, alors que le Technicolor était vraiment en vogue à l'époque, et ce qui va peut-être aussi contribuer à l'échec commercial du film d'ailleurs. C'était un film qui détonnait visuellement par rapport aux autres sorties de l'époque. Alors il a un budget confortable quand même, un peu moins de $600,000. Par contre, sur ces $600,000, il y a $75,000 qui sont revenus directement à Grube pour les droits d'adaptation du roman. Alors le scénario est prêt, c'est le moment de faire le casting, et au départ, Laughton, il voulait s'attribuer lui-même le rôle du prêcheur, et c'est son producteur, donc Paul Gregory, qui va s'y opposer, parce qu'il considère qu'à ce moment-là de sa carrière, Laughton, il est plus assez bankable, je ne saurais pas quel mot utiliser en français, mais c'est pas lui qui va faire que les spectateurs vont se déplacer dans les salles pour aller voir le film. Donc pour le financer, ils ont besoin d'une star. Et ils ont besoin de quelqu'un de sexy, c'est une phrase de Laughton a priori. Ouais, c'est ça.
Non, mais en fait, je sais pas si c'est vrai qu'il voulait interpréter le rôle, mais en tout cas, il dit que pour vendre de la religion, il faut du sexy, quoi. Donc, il fallait une star qui soit bankable à l'époque, quoi. C'était un des reproches que faisait Paul Grégory d'ailleurs. Il disait c'est pas possible qu'on rende ce salaud-là aussi sexy. Et oui, effectivement, et l'automne répondait mais pour faire ce qu'il fait, il faut être sexy. C'est essentiel, je pense, au succès du film parce que la romance qui unit Robert Mitchum et Shelley Winters, elle n'est pas vraiment verbalisée. On n'a pas de grandes scènes de confession des sentiments. Et du coup, cette pulsion qui est liée au physique attrayant de l'acteur, elle rend plus crédible cette union, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous-entendus avec les autres personnages qui incitent le personnage de Shelley Winters à se mettre en couple avec le personnage de Powell, mais c'est une fois qu'elle est mariée avec lui, elle tombe vraiment très rapidement, c'est peut-être un petit peu trop rapide à mon goût, sous son influence. Elle devient vraiment une folle une folle de Dieu, comme il lui ordonne quasiment. Mais elle est presque ensorcelée, hein. Là, on revient encore à l'imagerie des contes qu'on va tisser pendant tout le podcast, mais elle succombe aux mauvais apôtres, quoi. Ouais. Alors donc pour trouver donc il faut trouver une star, quelqu'un de sexy, mais pour jouer un salaud. Et à l'époque c'est pas forcément évident. Les belles gueules du cinéma aiment bien jouer les héros, et c'est pas encore très bien vu de jouer les méchants. Et au départ l'automne il veut Gary Cooper dans le rôle. Et Gary Cooper il va refuser à cause de ça parce qu'il pense que ça peut nuire à sa carrière. Il y a John Carradine et Laurence Olivier qui vont être approchés, mais ils vont tous les deux refuser à cause d'incompatibilité d'emploi du temps. Et c'est finalement Robert Mitchum qui va être approché, et lui, il va être emballé directement par le rôle. Il trouve l'idée géniale. Et il y a une anecdote très connue autour de l'audition, la première fois qu'ils se rencontrent. Et l'automne va décrire le personnage à Mitchum et lui dit, en gros, c'est une merde diabolique. Et au moment où il dit ça, Mitchum lui répond, présent. Et ça fait beaucoup rire l'automne qui c'est bon, j'ai trouvé mon acteur. Il va considérer que Mitchum est parfait parce qu'il a une présence sensuelle à la limite du sexuel, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure qui va rendre toutes les scènes de Precht extrêmement convaincantes. Alors, ils ont le matériel entre les mains, mon ami Gray. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment va se passer ce tournage? Je crois notamment que Charles Laughton était assez effacé face aux techniciens. Tu vas peut-être revenir là-dessus. Ouais, alors en fait, on n'a pas beaucoup on a quelques entretiens des acteurs et qui reviennent sur la relation qu'ils ont avec Laughton, qui était, on l'a dit tout à l'heure, qui était excellente. Même si Lillian Gish considérait que Laughton manquait d'assurance. Probablement parce que c'était son premier film, et il avait tendance à mal prendre les suggestions parce qu'il avait peur que sa vision disparaisse. Il pensait, il avait vraiment une vision très nette de ce qu'il voulait, et donc quand on lui faisait des suggestions, il disait mince, est-ce que finalement ma vision est la bonne? Peut-être que son idée à lui est meilleure que moi ou à elle, et il se remettait énormément en question. Et ça, Lillian Gish, elle a ressenti sur le plateau ce manque de confiance de Laughton. Par contre, il a su vraiment les diriger et les faire aller dans des directions dans lesquelles ces acteurs ne pensaient pas aller, et notamment Mitchum, qui a plusieurs scènes à la limite de la bouffonnerie, pour lesquelles Mitchum n'était pas forcément au début très emballé, mais qui s'avère être excellent dans le film et apporter un humour qui est plutôt bienvenu, même si le film est très noir. Alors on a déjà parlé de sa manière très étonnante de tourner à l'époque, où ça tournait en continu à la façon des films muets, mais ce dont on peut parler, donc le deuxième aspect vraiment très intéressant dans la partie technique du film, c'est la collaboration avec son directeur de la photographie, qui est Stanley Cortez. Laughton considère que c'est une relation comme ça, et on n'a pas beaucoup qui ont lieu dans des carrières professionnelles. Il considère dès le départ que Cortez est un génie et va s'appuyer sur lui pour toute la partie technique. Alors Cortez, lui, il va vraiment aller même encore plus loin. Plus tard, quand il sera interviewé, il va déclarer que ce film-là, c'est quasiment tout vient de lui, alors que apparemment c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça venait de beaucoup de discussions entre les deux hommes, même si Laughton n'était pas vraiment très au fait de tous les termes techniques et de toute l'instrumentation que Cortez pouvait utiliser.
Cortez reconnaît quand même dans cette interview que tu nous as partagée pour préparer l'émission que si il prétend avoir apporté le savoir technique à l'automne, il en a autant appris sur la philosophie et sur l'approche de la vie de Charles Laughton, et il en a tiré un savoir Ouais. qui n'est pas exprimé par la technique mais qui est plus intellectuel. Alors Cortez, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Il a déjà travaillé avec Orson Welles sur un film exceptionnel d'un point de vue pictural. C'est La Splendeur des Amberson, le deuxième film d'Orson Welles. Il considère même a posteriori que son expérience avec Laughton est la plus belle de sa carrière. Et que Laughton est le meilleur réalisateur avec lequel il a travaillé, à égalité avec Orson Welles, alors qu'on parle quand même d'un directeur de la photo qui a travaillé avec Fritz Lang ou Samuel Fuller. Hein. C'est lui qui a fait la photo de Shock Corridor. Donc c'est un sacré compliment pour Charles Laughton. Ouais, et c'est étonnant qu'il ne mentionne pas plus Fritz Lang, parce qu'il y a un vrai héritage de l'esthétique propre à Fritz Lang, je trouve, dans La Nuit du Chasseur. Oui. Ce jeu d'ombre et de contraste, l'ombre, elle est omniprésente dans le film, c'est elle qui apporte toute la noirceur du personnage de Robert Mitchum, c'est ce noir opaque qui va lui donner toute sa dimension maléfique. C'est un personnage qui existe autant dans les ombres que dans son incarnation physique. C'est une volonté de Laughton, en fait, de revenir à un style, donc je parlais du style muet, mais sa motivation première, c'est de retrouver les images qu'il a pu aimer dans les films allemands, notamment les films expressionnistes, notamment ceux de Fritz Lang, qu'on pensait évidemment à M. le Maudit. C'est pour ça que je trouve que Cortez exagère un peu quand il s'attribue toute la réussite technique du film. Je pense vraiment que ça vient vraiment de leur collaboration plus que d'un savoir uniquement technique. Oui, on a l'impression qu'en fait Cortez, c'était l'homme de la situation. Ouais, mais c'est vrai que le film est absolument splendide, un noir et blanc comme on n'en a pas vu. On en a peu vu. Oui, puis le cinéma expressionniste, Laughton lui a demandé de s'inspirer du coup de ce cinéma expressionniste. Et c'est vraiment un cinéma qui donne la part belle au découpage par la lumière de l'image, quoi. Donc il a dû être assez content de travailler sur ce film, effectivement. Et puis, il y a un travail de géométrie, je trouve, autour des ombres qui est assez incroyable. Ces lignes qui écrasent les enfants et dont le personnage de Mitchum s'affranchit très régulièrement. Il y a ce plan où l'ombre d'une fenêtre s'abat sur l'un des enfants, ça l'enferme, et on voit Robert Mitchum apparaître tout d'un coup et lui casser le cadre de son ombre toujours. Donc c'est vraiment un langage à part entière, je trouve, cette notion de contraste entre le noir et le blanc très tranché. C'est peut-être le moment de mentionner juste peut-être la plus belle scène du film, en tout cas à mes yeux, c'est la scène de la... Enfin, il y a la scène de la mort elle-même qui est absolument super, mais c'est celle qui vient juste après, donc celle où on voit son corps dans le lac. C'est une scène qui est extraordinaire pour l'époque, je trouve, où on filme, on voit, elle est visuellement extrêmement belle et en même temps très macabre. Je trouve que Laughton, avec cette scène-là, il a presque 30 ans d'avance par rapport à ce que pourra faire un Tim Burton dans cette volonté de montrer la beauté de la mort. Cette scène est absolument incroyable. C'est presque la princesse endormie du conte, hein, sauf que bien sûr elle est endormie pour tout jamais, donc c'est macabre, c'est funeste comme tu le disais, mais il y a cette évocation et juste pour l'anecdote, Shelley Winters énervait tellement les membres du casting sur le tournage que c'est évidemment c'est un mannequin qui est utilisé dans la scène, même si ça se voit pas forcément. Je trouve que c'est plutôt bien fait, mais c'est Robert Mitchum qui a suggéré à Laughton sur le ton de la blague qu'on pourrait peut-être utiliser la vraie Shelley Winters pour faire la scène. Ah, je crois que c'est elle qui l'a proposé en vrai. D'accord. Elle voulait le faire et on lui a dit, en gros, comme elle était effectivement très agaçante, Laughton lui a dit non, c'est une très mauvaise idée. Et en fait, au montage, il a dit qu'il aurait dû la laisser suivre son idée et la laisser faire. Et comme quoi, elle lui faisait confiance parce que elle était quand même assez maltraitée. Bon, ça devait être une emmerdeuse, mais elle était quand même assez maltraitée, quoi. C'est malgré tout, même s'il avait une idée très précise, il devait quand même être assez à l'écoute de ses techniciens parce que visiblement il a donné une place importante à la musique du film. Le compositeur c'est Walter Schumann. Très honnêtement, je suis incapable de vous dire ce qu'il a fait d'autre, mais en tout cas ils étaient très complices, et lui et Laughton. Et il y a une série de thèmes qui reviennent, et il y a une scène particulière où il y a la petite fille qui chante, et juste après il y a une maman qui chante d'ailleurs. Je reparlerai des chansons, de la place des chansons.
Mais ce qui a été dit, c'est que lors du montage, les scènes, l'automne a laissé durer les scènes pour donner la priorité à la musique. Donc il avait quand même une attention particulière au point technique du film. Et d'ailleurs, la musique était enregistrée était jouée sur le plateau. Le compositeur était présent sur le plateau et il a composé une partie de la musique directement sur le plateau, et la musique était jouée aussi sur le plateau parce que D'accord. et apparemment Schumann s'est très bien entendu avec l'automne, mais également avec Cortez, tant et si bien qu'ils ont fait un trident, un trident créatif sur le tournage, qui est une espèce d'émulation entre les trois, qui a contribué donc, à la réussite du film. Oui, Cortez en fait raconte qu'il a, quand il a été chargé de son boulot de chef opérateur sur le film, il approchait toujours chaque scène avec une musique en tête. Et il y a notamment la valse mélancolique très connue du film, Oui. Qui serait, selon Cortez, dans la longue liste des choses qu'il s'attribue, une idée de lui que Schumann a ensuite couché sur le papier de ses partitions. Donc bon, il y a à prendre et à laisser avec Cortez. En tout cas, comme le dit Gray, c'est un triptyque infernal sur ce plateau, un triptyque comme nous, mes amis. Oui. On n'a pas parlé, juste, je t'interromps mon cher Spike, d'un dernier aspect qui est important lors du tournage, c'est le fait de travailler avec des enfants, qui n'a pas été de tout repos. Apparemment, la relation avec le jeune garçon s'est très bien passée parce que c'était déjà un grand professionnel apparemment, parmi les enfants stars de l'époque, même s'il ne tournera plus après. Il refusera de dire pourquoi d'ailleurs, il ne s'exprimera plus. Mais ça a été beaucoup plus compliqué avec la jeune fille, qui avait 5 ans à l'époque, qui a été... et ça a été très 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 dur pour Charles Laughton. Je crois que l'automne n'était pas particulièrement fan des enfants de toute façon. Et pour revenir sur le petit garçon, il y a des extraits justement de sa façon... Il y a des extraits de Rush en fait qui sont visibles sur Internet. Et quand tu dis que c'était un grand professionnel, c'est incroyable. Hein. Il est ouf, hein, le gamin, parce que t'as l'automne qui lui parle, du coup, et qui lui fait réessayer, redire de différentes manières. Et le gamin, il est mais au cordeau à chaque fois. Il est très, très impressionnant, ce gosse. Hein. Alors, comme vous le constatez, aujourd'hui, on a fait un peu long sur le contexte, mais en fait, quand on aborde un film aussi légendaire que La Nuit du Chasseur, il faut bien vous apporter un peu de savoir, le savoir que vous deux, mes chers amis, vous avez glané au fil de vos recherches. J'ai pas fait grand-chose jusqu'à présent, mais il est temps de basculer dans l'analyse, donc je vais donner, moi, les petits fils que je vais tirer autour du film. Alors, évidemment, on va avoir des débats, parce que comme on l'évoquait avant l'émission, pendant qu'on la préparait, c'est un film qui se redécouvre et qui, à chaque fois, offre une nouvelle couche. Je pense que plus on grandit dans sa vie personnelle, plus on perçoit le film différemment et plus on lui pardonne certaines choses qui étaient peut-être un peu idylliques au début quand on a une vision plus jeune du film. Mais avant de basculer dans l'analyse de certaines scènes, de certains thèmes, vous connaissez la tradition, on va d'abord donner un ressenti global. Charlotte, en quelques mots, en 2-3 phrases, qu'est-ce que tu penses de La Nuit du Chasseur avant qu'on plonge dans l'analyse ? C'est un de mes films préférés. Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qui te marque avant tout ? En fait, ce que j'aime très particulièrement dans le film, c'est le côté conte. Et en fait, j'ai un penchant pour les films qui sont composés comme des contes. Et La Nuit du Chasseur, c'est un conte, quoi. Et il y a tous les éléments du conte. Il y a le grand méchant loup, les petits enfants perdus dans la forêt et abandonnés par les parents. Il y a la forêt, justement. Il y a la bonne fée. Il y a les épreuves à passer. Enfin, il est ouf, ce film, parce que... Il y a la pomme. Il y a même la pomme, ouais. Ouais, exactement, il y a la pomme. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en plus, c'est un film qui... On peut le voir une première fois et se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est inclassable. Il joue n'importe comment. Et puis après, on le revoit et on se dit, ah non, mais en fait, c'est plus subtil que ça, parce qu'ils jouent pas tous de la même manière. Ouais, c'est vrai ça. Et puis, en termes de genre, comment est-ce que tu le classes ? Est-ce que c'est un conte horrifique ? Est-ce que c'est du merveilleux ? Est-ce que c'est un thriller ? Est-ce que c'est un conte moral ? Tu vois, enfin, il y a plein d'aspects. Film d'horreur, et effectivement, on pourrait dire. Est-ce que c'est un film d'horreur ? Parce que film noir. On l'a pas dit, mais c'est pas juste un pervers. Powell, dans le film, c'est carrément un psychopathe, en fait. Et ça, il y en a pas tant que ça en 55. Hein. Psychose, c'est 1960, donc on n'y est pas encore, quoi. Et en fait, et puis c'est très ambivalent, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les films où je suis gênée
au départ, les premières visions, je suis pas forcément emportée, mais ça me travaille et ça m'oblige à me remettre moi en question sur certaines des choses, sur mes propres valeurs, sur ma propre morale, etc. Et La Nuit du Chasseur, ça me fait ça en fait. Et je trouve ça trop cool. Voilà. Et c'est très beau. C'est un film qui laisse sceptique à plusieurs reprises pendant le film. On pense savoir où va le film, et à plusieurs reprises, on est surpris dans le déroulé de l'histoire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et notamment vraiment la toute dernière scène qui est tellement en inadéquation avec tout ce qu'on a vu auparavant, qu'elle en devient, elle nous fait réfléchir pendant longtemps après la fin du film. Je trouve que le film est vraiment, comme tu l'as dit, beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît au premier visionnage. Évidemment, ce qui ressort, et ça saute aux yeux, c'est le talent de Robert Mitchum, qui joue, qui passe par toutes les émotions, qui joue à peu près tout dans le film. Il est effrayant, c'est un des pires méchants de l'histoire du cinéma. Il fait vraiment très peur. Oui. Quand il appelle les enfants, children, ça reste en tête. La scène aussi où il maltraite la jeune fille, on ne la voit pas, elle est hors champ. On la voit à travers les yeux de la mère qui est de l'autre côté de la porte. Il fait vraiment très peur, juste par sa voix. C'est incroyable. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des moments où il est vraiment comique et même à la limite du bouffon, qui fonctionne aussi extrêmement très bien. Le film il est tour à tour charmant, et il est maléfique, il est tout à la fois. C'est ce qui fait vraiment un film, ce film inoubliable. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le fait qu'il n'ait pas rencontré le succès à sa sortie ne m'étonne pas, parce que c'est un ovni, un vrai ovni pour l'époque. Mais le film est indémodable. Quel pied. C'est vrai que c'était un plaisir de le revoir. Moi, je vais emboîter un peu le pas sur tout ce que vous avez dit. Je trouve que c'est véritablement l'un des films, quand je le revois, qui m'impose la terreur la plus profonde. Ça peut paraître dissonant avec ce qu'on vient de dire sur la bouffonnerie, qui, c'est vrai, est présente, mais je pense que la bouffonnerie de certaines scènes et l'inadéquation, comme tu le disais, Gré Pigeon, sert à exacerber cette terreur et à la rendre encore plus oppressante. Il y a ce travail d'ombre magnifique qu'on a évoqué. Pour moi, c'est un film visuellement un des plus beaux de l'histoire du 7e art. Je n'ai pas honte de le dire. Et faut le dire d'ailleurs que la restauration qui est sortie il y a quelques années maintenant, il y a une petite dizaine d'années, rend vraiment justice au film. C'est superbe. Oui. Effectivement, et je trouve que la force de Charles Laughton, c'est d'offrir donc ces visuels époustouflants avec cette restauration à la hauteur du matériel original, mais en même temps d'offrir un vrai sous-texte. C'est pas un film qui se repose sur sa symbolique, c'est aussi un film qui va tisser, comme on le disait, des parallèles entre le conte de fées, mais aussi entre les écritures religieuses et la Bible. C'est omniprésent, je trouve, dans le film. Les deux axes évoluent de concert et nous forcent, comme tu le disais, Charlotte, à nous questionner sur notre rapport aux écrits et à comment on vit les livres qui nous définissent en quelque sorte. C'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux lors de ce nouveau visionnage. Pour moi, c'est vraiment un monument du cinéma, de la culture au sens plus large même. Et Laughton s'empare aussi avec ce film sur ces prêcheurs un peu fous dont les gens s'en amourachent et qui fait encore actualité aujourd'hui. C'est les États-Unis, notamment la partie droite extrême du champ politique avec les Tea Party, s'appuie encore sur toutes ces sous-religions avec ces prêcheurs de l'extrême, comme je sais pas comment les qualifier autrement, qui pullulent encore dans ces petits territoires un petit peu oubliés du milieu des États-Unis. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué la question de si Powell croit à ce qu'il dit ou si c'est vraiment un charlatan. Et en fait, quand le souvenir que j'en avais, c'est que je m'étais dit, mais en fait, il peut pas croire à ce qu'il dit. Ouais. C'est forcément un charlatan. Mais en le revoyant là, en fait, je pense que si on considère qu'il y croit pas, on rate complètement le discours sur l'extrémisme religieux du film, en fait. Tout à fait. Et le discours est très fort parce que oui, en fait, le plus terrible, c'est que sans doute qu'il y croit vraiment. Ce qui fait il est complètement psychopathe en fait, parce qu'il a un discours tellement extrême mais tellement hors de toute empathie pour le monde que ça le rend ultra dangereux, quoi. Ce qui en fait effectivement un méchant très impactant. La scène où il est dans la chambre à coucher après leur mariage, où ils doivent consommer leur mariage, en tout cas en théorie, est révélatrice de ça, je pense. Il est au-delà de cet aspect purement physique.
Pour lui, il considère que les femmes ne sont là que pour donner naissance et non pas pour satisfaire la luxure des hommes. Et donc il montre vraiment à ce moment-là qu'il croit à toutes les abominations qu'il peut raconter par ailleurs. Oui, puis sa quête de punition envers les femmes dévergondées qui est montrée au début quand il est au théâtre et qu'il voit ce qui est l'ancêtre d'une stripteaseuse en fait, et où il est choqué par l'étalage de ses attraits charnels, c'est vraiment significatif de à quel point il a pu se convaincre de ce mauvais message et de cette mauvaise interprétation qu'il fait des textes saints. Et là, je trouve que c'est l'un des points sur lesquels La Nuit du Chasseur traverse les âges, c'est qu'il y a une vraie opposition entre faire une lecture des écrits et se contenter de ce qu'on lit et de son interprétation biaisée, et la lecture que va en faire la vieille dame à la fin, qui épouse un peu le rôle de bonne fée. Parce qu'en fait, il y a une scène qui pour moi est très importante dans le film, il y en a deux sur lesquelles je voudrais revenir. Il y a cette scène où le jeune garçon qui est recueilli par la vieille dame va se tromper et va penser que dans les rives du Nil, il y avait 2 bébés échoués, il y avait Moïse et il y avait Jésus. Et en fait, la vieille dame ne va pas le reprendre, elle va lui dire qu'elle a raison, comme si, en fait, le rapport aux écritures saines, la vérité qu'on y trouve émotionnelle est plus importante que la restitution in extenso des écrits. La deuxième scène qui, moi, me paraît importante dans ce combat entre l'approche prosaïque des écritures et une approche plus émotionnelle, c'est la scène où Robert Mitchum chante le Leaning, Leaning, ce chant religieux, et où la vieille dame va entonner le chant avec lui, mais va y rajouter des paroles. On a l'impression que l'affection prend le pas sur le maléfique. Il y a sur le récit du petit garçon qui pense qu'il y a 2 enfants dans le panier de Moïse. Peut-être que en fait, quand elle lui accorde que oui, en fait, tu dois avoir raison, il devait y en avoir 2. En fait, ça peut souligner le fait que l'important c'est pas tellement d'avoir le récit exact, mais de comprendre que c'est des récits qui nous parlent encore aujourd'hui et qui s'adressent à nous encore aujourd'hui. Et sur le leaning, pour moi ça fait partie de l'ambivalence de l'automne vis-à-vis de la religion. C'est qu'en fait ils ont les mêmes bases religieuses en fait, tous les deux, le Powell et alors comment elle s'appelle déjà, Rachel Cooper. Il y en a un qui part du bon côté et l'autre qui part du mauvais côté, mais il y a quand même un tronc commun quoi. Et du coup là, c'est marrant parce que hors micro, on parlait de la vision de l'automne sur la religion. Et justement, ce passage-là, moi, me fait dire qu'on sait pas vraiment. Parce que justement, il y a une ambivalence très forte chez l'automne qui devait ressentir, pour lui réellement, quoi, dans sa vie, vu qui il était, vu sa culture familiale, etc., quoi. Je pense que son ambivalence, elle est peut-être pas forcément avec l'Église, mais elle est au moins, enfin moi intimement, je pense qu'il y a un problème avec l'Église du côté de Charles Laughton. Mais je pense que dans son film, ce qu'il veut absolument mettre en avant, c'est la facilité qu'ont les hommes de se fédérer autour d'un discours de haine. C'est plus facile pour les êtres humains, et notamment pour le microcosme du village dans lequel vivent les 2 enfants, de souscrire à un message rigoriste, punitif, plutôt que d'être l'incarnation de la candeur que deviendra la vieille dame. Et c'est quelque chose qui revient à la fin du film, lorsque le tueur est arrêté. On a cette foule désincarnée, ce grand mouvement de gens qui brandissent des flambeaux et qui sont prompts à faire résonner la violence. Alors évidemment, on ne leur demanderait pas de pardonner le tueur, ça semble évident. N'empêche que leur justice, elle est sévère, elle est sanglante, ils réclament la mort de cet homme. Les hommes ont plus de facilité à détester leur prochain dans le film, à part cette vieille dame, donc, qui est l'incarnation de la bonté. Oui, il y a un personnage dans le film, d'ailleurs, qui apparaît 2 fois, c'est au tout début et à la toute fin, justement. C'est le bourreau, qui, au début, quand le père des enfants se fait condamner à mort et est tué, il rentre chez lui. Et il dit à sa femme que peut-être qu'il serait mieux à changer de boulot et à retourner à la mine, et elle lui dit bah non parce que c'est trop dangereux quoi. Et on voit qu'il a des enfants et qu'il n'aime pas ce qu'il vient de faire parce que la justice est injuste en fait là pour le coup, puisque en fait le père des enfants a été condamné à mort pour vol et pour meurtre, mais parce que il ne supportait plus de voir ses enfants mourir de faim.
Et à la toute fin, moralement, on est prêt à accepter, on est plus prêt à accepter la condamnation à mort de Powell parce que c'est un homme monstrueux. Mais c'est en même temps extrêmement troublant en tant que spectateur de voir que le même bourreau est totalement ok avec le fait de tuer ce mec-là, alors que justement c'est ce à quoi on vient d'assister, c'est un homme qui a tué au nom de sa morale à lui des personnes sur sa route, quoi. Et justement c'est un regard sur la façon enfin je pense qu'il y a un discours sur la peine de mort là à cet endroit-là, parce que en fait c'est pas très cohérent, quoi. C'est des décisions de justice pas très cohérentes, justement. Je suis complètement d'accord parce qu'en plus, là, on va peut-être aussi basculer dans la structure du conte de fées propre au film. Il y a tout un axe du film, son dernier tiers, quand les enfants sont recueillis par la vieille dame, où on place une grande importance dans la dignité humaine. On l'a dit, c'est une évocation de la bonne fée des contes de fées, donc. Par contre, elle n'a pas de pouvoir magique. Le bien-être qu'elle procure à ses deux enfants, il est issu de la dignité qu'elle va leur donner. Elle va les laver, notamment parce qu'ils sont sales. Elle va leur apprendre à être autosuffisants et à vivre du travail dans le potager. Elle leur apprend à être des êtres épanouis. Et ça donne de la valeur à une vie humaine. Et cette valeur va être remise en cause à la fin, comme tu le dis, Charlotte. Ouais, bah t'as complètement raison, parce qu'elle prend le rôle de parent. Tous les adultes du film sont complètement... Enfin, il n'y a pas un adulte dans le film qui est responsable, en fait. Même le type Tiptoe, là, Birdie, Birdie Steptoe, qui est donc un pauvre homme qui vit au bord de la rivière. C'est l'oncle des deux enfants, ouais. Alors, je pense qu'il est pas vraiment oncle, en fait. Je pense que c'est un nom qu'on donne surnom, aux États-Unis. Ouais, voilà, pour un ami proche, quoi. Mais en fait, même lui, en fait, il est bousillé par l'alcoolisme. Et le moment où ils ont le plus besoin de lui, il est incapable de venir en aide aux enfants. Ouais. Et en fait, il les sauve quand même indirectement parce qu'il a réparé un bateau qui leur permet de s'enfuir. Oui, donc tous les adultes du film sont irresponsables, et la seule qui prend un rôle de parent complet, c'est-à-dire elle les élève en fait complètement, et effectivement elle leur apprend à avoir une place dans le monde, c'est le rôle de Rachel Cooper, qui pour moi est l'ancêtre, la grand-mère de la Sarah Connor de Terminator 2. D'accord, carrément. Elle a un fusil et tout. Je l'avais pas vu venir, celle-ci. Je me suis posé avec ce nouveau visionnage une vraie question autour de ce personnage, parce que le film, dans sa structure de fuite en avant propre au conte de fées, ces enfants qui fuient la terreur, il passe aussi de quelque chose de très pastoral, l'Amérique rurale, à une Amérique des villes. On a des vrais décors de grandes cités qui ne sont pas nommées, mais qui pourraient être les grandes cités de la côte Est. Je me demande s'il n'y a pas une forme de condamnation implicite du microcosme du petit village qui exacerbe tous les sentiments, et que la fuite des enfants n'est pas aussi une forme d'ouverture vers le monde, un monde qui est plus bouillonnant de vie, qui a ses propres prédateurs. Il y a ce personnage de l'adolescente qui vit aussi auprès de la vieille femme, et qui, elle, est en proie à une prédation masculine qui n'est pas violente, mais on sent que les hommes de son âge la désirent. Mais il y a quand même ce fait que les enfants quittent le microcosme pour aller vers un monde plus large. Les hommes de son âge, et Harry Powell aussi. Ouais. Et Harry Powell, c'est là. et au contraire du personnage d'Harry Powell, qui lui arrive en voiture dans ce village, donc avec on imagine dans les années 30, une voiture, c'est pas forcément très courant. Bon, en l'occurrence, il l'a volé, ouais. Mais par contre, il va à la fin du film, ça va s'inverser. Il va devenir cow-boy en une image presque de western, où il se retrouve sur un cheval, et il va arriver dans cette ville avec ce cheval, et donc c'est lui qui va détonner à ce moment-là. Ce sera plus le contraire. Et c'est d'ailleurs ce qui va provoquer sa chute. Oui, c'est une forme de reliquat du passé en quelque sorte. Tout à fait. Il est déjà dépassé par la marge du temps, en quelque sorte, moi j'ai l'impression, en fait, quand je vois ce personnage. Et c'est en résonance avec le film, qui se passe dans les années 30 et qui sort en 1955, qui ressuscite des vieux démons, comme on l'a dit un peu plus tôt. J'ai quand même une interrogation autour de la passion amoureuse dans le film.
et à quel point Charles Laughton y croit, ou plutôt n'y croit pas. Parce que le seul personnage véritablement bénéfique pour les enfants, tu l'as dit Charlotte, c'est une femme qui vit seule, et le reste de ceux qui ont des attirances charnelles, passionnelles ou amoureuses se trompent toutes de cible. Il y a d'abord la mère des enfants qui succombe sous la pression sociétale de sa patronne, il faut le mentionner, mais aussi sous les messages pervertis de Harry Powell. Et il y a ensuite cette adolescente, comme on l'a dit, qui a l'air plus intéressée par une espèce de gain matériel. Harry Powell lui offre des magazines et une glace, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Il n'y a pas vraiment de place pour l'émotion, en tout cas pour l'émotion qui pourrait unir un homme et une femme. Bah déjà, c'est ultra misogyne comme film. Parce que les femmes sont toutes des victimes de Powell sans... À part, à l'exception de Rachel Cooper, mais c'est quasiment pas un être humain, Rachel Cooper, en fait, dans le film. Elles sont toutes hyper naïves, en fait. Quand elles sont pas naïves, elles sont méchantes, quoi. Parce que Madame Spoon, si elle pousse, comment elle s'appelle, Willa à épouser Powell, c'est parce qu'en fait elle vit par procuration une histoire d'amour, quoi. Et pas qu'une histoire d'amour. En fait, je sais pas si vous vous rappelez la scène où elle fait du caramel et le caramel se met à bouillir quand il y a Powell qui est là. Et en fait, c'est ce qu'elle est en train de ressentir intérieurement, quoi. Ah, très jolie analyse d'image. Je vais t'emboîter le pas sur une autre analyse d'image, c'est cette scène que Grey Pigeon évoquait plus tôt, sa scène préférée, où on voit le corps de la mère des enfants qui est dans l'eau. Là aussi, je pense que ça évolue avec la marche du temps qu'on a évoqué plus tôt, cette Amérique qui évolue. Elle, cette femme qui a été victime du prédateur, elle n'a pas su quitter ce traditionnalisme, elle n'a pas su aller vers la modernité et elle finit prisonnière du tombeau de ce fleuve, elle n'en sortira jamais, elle sera à jamais une femme rurale. Et là, on peut penser que Charles Laughton n'a que peu de considération pour l'Amérique traditionnelle, en quelque sorte. Je sais pas si je suis d'accord avec ta dernière phrase en fait. Pour moi, l'automne, il la considère comme une victime. Elle est tombée. Et le film d'ailleurs ouvre avec cette phrase méfiez-vous des faux prêcheurs. Et elle, c'est une victime d'un faux prêcheur. Donc il la filme en victime. Je pense pas qu'il la juge. Le vrai méchant, ça reste le personnage de Powell. Hein. En tout cas, Rachel Cooper, elle juge pas. Et d'ailleurs, c'est même très surprenant parce que on a l'impression qu'elle juge toutes ces femmes qui sont des femmes perdues, qui sont des femmes, des filles mères, qui sont des femmes divorcées ou en tout cas qui n'ont pas d'hommes dans leur vie. Et en fait, pas du tout. Elle dit qu'elle sera toujours là pour recueillir les enfants qui sont victimes en fait des handicaps des parents, quoi. Et d'ailleurs, on parle pas d'un éventuel ancien mari pour elle. On parle d'un fils qu'elle a perdu, mais elle parle pas Oui, d'un amour en tout cas qu'elle aurait pu connaître. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas de ce point de vue-là quelle est son histoire. En tout cas, ce que je trouve assez beau dans le film, c'est qu'il y a un vrai amour pour les personnages marginaux, parce que c'est une marginale de la société. On est dans les années 1930, et c'est une femme célibataire qui élève seule une tripotée d'enfants, ils sont au moins 5 de mémoire, et qui en plus les élève bien et réussit à subvenir à leurs besoins. C'est quelque chose qui, dans le paysage de l'Amérique de cette époque, est complètement détonnant. C'est pas du tout le modèle familial auquel on a voulu soumettre préalablement la mère des 2 enfants qui prennent la fuite. Il y a une espèce de noblesse de l'âme, Grey Pigeon, je vais le dire, qui est accordée à ces êtres qui prennent un chemin différent et qui essayent de tracer une autre voie, une voie plus juste, une voie empreinte d'affection pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Ouais, c'est peut-être le moment d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est vrai que on n'a pas encore évoqué le thème principal, en tout cas selon moi, du film, c'est l'affrontement entre le bien et le mal, qui est le thème principal de tout le film et qui est symbolisé par les 2 tatouages qu'a Mitchum à ses mains, amour et haine. Mais c'est d'une des thématiques qui est là du début à la fin du film. Et l'affrontement entre les 2 à la fin, et entre Powell et le personnage de la dame, donc j'ai oublié le nom évidemment, en est l'incarnation parfaite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est toujours lié à l'inspiration biblique que peut avoir le film, cet affrontement du bien et du mal, ou ça vient bien au-delà selon vous? Bah, il y a une représentation rien que dans le jardin dans la maison de Rachel qui est un genre de jardin d'Éden en fait. Et d'ailleurs sur la fin du film, parce que je sais pas comment vous l'avez interprété la fin du film.
Mais en fait, pour moi, elle est pas très positive cette fin, puisqu'il y a la pomme qui intervient à nouveau à la fin du film. Comme si, de toute façon, la rupture avec Dieu était déjà présente, quoi. Était de toute façon inévitable, en fait. Pour rappeler ce qui se passe. Donc, il y a ce jardin, donc, qui est un lieu de protection des enfants, hors duquel elle rejette le pasteur, qui essaye de s'introduire, d'ailleurs, et il s'introduit comme le serpent en séduisant Ruby. Mais à la fin, on fête Noël, et la seule... alors pareil, toujours une ambivalence. Le premier texte qui est cité dans le film, c'est un sermon qui parle des lys dans les champs. Et en fait, c'est un sermon dans lequel Jésus dit ne vous inquiétez pas de la richesse, ne vous inquiétez pas d'être beau, ne vous inquiétez pas d'être bien habillé, enfin, ne vous inquiétez pas des biens, en fait, de la terre, puisque si Dieu fait des lys des fleurs aussi belles, s'il fait aussi attention à un détail comme ces lys, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire de vous, de vous humains, qui êtes sa créature la plus précieuse? Donc, il y a à la fois cette pomme qui est le seul cadeau que John peut faire à Rachel, mais qui est déjà présente, en fait. Donc, en fait, il a besoin de lui donner un cadeau, et ce cadeau est déjà dans la maison. Mais il y a aussi le fait que la pomme, c'est le symbole de la rupture de l'homme avec Dieu, et que John lui donne à Rachel cette pomme, et donc comme si le péché, en fait, de toute façon, est là, quoi, et on peut pas passer à côté. C'est très intéressant ce que tu soulignes parce qu'il y a aussi un cadeau que la vieille dame fait à l'adolescente qu'on évoquait un peu plus tôt, qui est une broche pour orner ses vêtements, et alors qu'elle sait pertinemment quel est l'objet de l'attirance de plusieurs garçons autour d'elle. Donc elle lui donne un objet qui va l'embellir, qu'on imagine elle va exhiber, et comme si elle avait une espèce de lâcher-prise par rapport à cet enfant, il y a cette forme de rupture, l'acceptation que l'homme finira par succomber à ses désirs, en quelque sorte. Ça peut aussi être justement cette religion qui n'est pas austère, et qui permet aussi aux gens et aux femmes et aux hommes d'avoir cette capacité de séduire aussi, parce que ça fait partie de la vie des hommes et des femmes, quoi. Ouais, ça va en vraie opposition avec la vision de la religion qu'on a eue jusqu'alors dans le film, qui était celle du faux pasteur. Oui, absolument. Ça répond complètement en fait à la question que tu posais un peu plus tôt, Gré Pigeon. Le fait que le faux prêcheur a une vision très binaire de la religion. Il y a le bien, il y a le mal, il n'y a rien entre, il y a juste cet affrontement perpétuel. Et je pense que la fin du récit, le récit qui opposait le bien et le mal, comme tu le disais très justement, va vers une résolution plus nuancée. La vie, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle n'est pas amour et haine, elle est un peu plus grise. On est dans une zone floue, on a tous notre part de péché. La vieille femme accepte les péchés des autres, comme l'a dit Charlotte. Et finalement, le fait que le prêcheur soit vaincu, c'est l'avènement de cette nouvelle âme humaine, celle qui est plus dans la nuance. Et ça se retrouve en complète opposition, on l'a déjà évoqué, mais avec la réaction des gens de la ville à l'arrestation de Powell, qui sont dans l'hystérie la plus totale pour carrément le lyncher. Alors, effectivement, c'est un monstre, mais ils sont prêts à se passer de tout système de justice qu'on pourrait considérer comme humain et normal. Oui, c'est peut-être le fatalisme du film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte les compromis et cette zone grise que je distinguais, on accepte aussi l'existence de la noirceur et de la bassesse de l'être humain qui est prompt à abattre une même violence sur les hommes qui ont péché. Évidemment, comme le disait Charlotte, on pardonne parce qu'on a eu tout le déroulé du récit et on est face à un des antagonistes les plus légendaires de l'histoire du cinéma, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc on serait tenté, même nous, et c'est là que le film nous interroge profondément dans nos convictions, on serait même nous tentés d'être partisans de la peine de mort dans ce cas-là, même si on est des humanistes convaincus, comme je le suis moi, ce sale anarchiste que vous connaissez tous. Il y a la vision de Powell, effectivement, juste je rajoute, en fait je sais pas comment je vais rattacher ça, mais en fait la vision de Powell pendant le film, je sais pas comment elle s'inscrit socialement dans les années 50, mais il y a quand même un truc qui est répété tout le long du film, c'est cette espèce de sentiment de culpabilité que tout le monde a tout le temps. On parle beaucoup de péché, de souffrance. Par exemple, la mère, la Willa, elle dit, en parlant de ses enfants, elle dit que c'est son fardeau et qu'elle en est fière.
T'as la petite jeune fille justement qui habite chez Rachel et qui se laisse séduire, qui rentre après avoir indiqué la maison à Powell, qui dit qu'elle a fait un péché. Enfin, c'est tout le temps répété dans le film. Et je sais pas en quoi. Enfin, Il y a la toute petite fille aussi qui pense qu'elle a trahi le C'est secret ça. que lui avait confié son Oui, père. oui, tout à C'est fait. ça, cette promesse qu'elle fait à son frère, d'ailleurs, et à son père, qu'elle vit comme un péché. mais je pense que les années 50 qui sont une période un peu trouble parce que c'est à la fois extrêmement une période riche pour les États-Unis, mais en même temps en termes de morale, en termes religieux, hyper enfin c'est assez fermé quoi, il me semble. Oui, c'est rigoriste, hein. On est avant les grands mouvements sociaux des années 60 ou de la fin des années 50. On n'y est pas encore, hein. Non, ça faudra attendre une dizaine d'années quoi, ouais. Alors Charlotte, tu voulais rajouter un dernier point, je crois. Ouais, en fait, tout à l'heure, pendant la biographie de l'automne, j'ai parlé assez longuement de Brecht. Il faut que j'explique un peu pourquoi. Il y a deux influences dans le film, donc on a parlé un peu de l'expressionnisme, et il y a l'influence de Bertolt Brecht, donc. Et en fait, pourquoi c'est juste pour expliquer, peut-être ce qui peut troubler certains spectateurs dans le film sur la façon de jouer de Mitchum en particulier. En fait, Bertolt Brecht, c'est pas seulement un dramaturge, mais c'est aussi un grand théoricien du théâtre, et en particulier, c'est un type qui a changé la façon de jouer des comédiens. Il a créé un mouvement de jeu de comédiens qui s'oppose un peu aux méthodes acting, en fait, la méthode de Stanislavski, qui prône une incarnation immersive de l'acteur dans le personnage. Donc l'acteur qui devrait ressentir totalement intérieurement, faire appel. Alors c'est très grossier hein, parce que c'est plus fin que ça, mais qui devrait faire appel à des sentiments intérieurs, etc. pour interpréter. Et au contraire, chez Brecht, c'est l'inverse. Lui, il ne veut pas que le spectateur se laisse totalement happer par la fiction. Au contraire, il veut réveiller le spectateur. Il veut que le spectateur soit un spectateur conscient, et donc il crée le théâtre de la distanciation. C'est-à-dire que dans ces pièces de théâtre, donc peut-être que vous en avez un peu entendu parler, mais par exemple, il y en a un qui est assez célèbre, c'est l'opéra de Katsouf, ou le cercle de craie caucasien, ou encore la vie de Galilée dont je parlais tout à l'heure. Et dans ces pièces, le récit s'interrompt parce que tout à coup, le spectateur, l'acteur va commenter l'action, par exemple. Ou alors, il va y avoir une interruption par des chansons, par exemple dans l'opéra de Katsouf. Et c'est des moments qui sont faits exprès pour engager le spectateur à interpréter ce qu'il est en train de voir et en faire un être qui a une conscience politique active. C'est un théâtre qui est vraiment politique pour le coup. Et lui, alors, tout à l'heure, je me demandais si l'automne était un lecteur de Marx. Brecht, c'en est un pour le coup. Et ça entre complètement dans la pensée de Marx, qui est de rendre aux populations la conscience de qui ils sont, quoi, et d'être des acteurs de des choix de leur vie, quoi, de leur vie politique et de leur vie sociale. Et en 55, quand le film sort, il est un peu en avance. Enfin, l'utilisation des théories de Brecht dans le film, c'est un peu en avance parce que le quatrième mur qui va être cassé, par exemple, au cinéma, on va le voir dans les années 60 avec la Nouvelle Vague, par exemple, mais c'est pas encore le cas au cinéma. En tout cas, il y a certains, je dis ça, mais je sais qu'il y a des exceptions, hein. Par exemple, chez Renoir, dans Une partie de campagne, il y a ça, mais c'est très anecdotique, quoi. Et donc dans le film, certains moments sont entrecoupés de chansons. Donc on a la chanson de la petite fille, on a la chanson de la maman, la chanson du pasteur. Et c'est pas, c'est un rappel des méthodes de Brecht. Et donc le jeu de Mitchum, qui est très exagéré et parfois même inspiré de Tex Avery, c'est fait exprès en fait pour couper le spectateur de la fiction, pour rappeler au spectateur que attention, il faut être actif dans ce que tu es en train de regarder. Tu peux pas juste te laisser enfoncer dans la fiction, quoi. Et voilà. Et donc c'était juste, je voulais rajouter ça parce que c'est des choix conscients
et éthique chez Lawton. Cette adaptation des théories et pratiques de Brecht dans son film. Et c'est aussi sans doute une des raisons qui a fait que le film a été si longtemps laissé de côté, parce que très peu compris, quoi. Ouais, non, c'est très pertinent ce que tu dis. Il y a cette évolution entre un film à la structure assez classique, celle du conte, on l'a dit, avec un personnage antagonisé fortement, et en même temps toujours cette conscience de la symbolique supérieure de l'œuvre, de son message de société qu'on a essayé de disséquer, autour de la religion aussi. Donc c'est vraiment un film qui évolue sur 2 échelles, ça recoupe bien ce que tu dis, je pense. Et il est temps de conclure, mes chers amis. Comme d'habitude, le mot de la fin, Gré-Pigeon, un dernier mot sur La Nuit du Chasseur. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Charlotte. Je trouvais ça très intéressant qu'elle revienne sur le jeu un peu atypique des acteurs pour l'époque, qui a dû décontenancer le spectateur. Si on ajoute à cela le noir et blanc et les visuels extrêmement marqués par l'expressionnisme allemand, plus le fait que le personnage principal soit un vrai salopard, je commence à comprendre pourquoi le film n'a pas rencontré son public à l'époque. Mais les chansons dans le film commentent l'action, en fait. Ouais. À chaque fois que vous regardez les paroles, c'est en fait des paroles de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer. Et on peut faire le lien aussi avec les textes bibliques qui sont cités, qui aussi font référence à ce qui se passe dans l'histoire. Oui, tout à fait. De la même manière que les chansons. Non, oui, Voilà. le film est, pour un premier film, quel coup de maître. Oui, et pour un dernier film, c'est l'aboutissement de toute une carrière. Exactement. C'est ça. Ah bah c'est un film testamentaire, hein, clairement. On l'a mentionné à plusieurs reprises, mais c'est peut-être le moment de parler de l'accueil critique et public. Mais donc effectivement, le film n'a pas fonctionné du tout, ce qui va beaucoup marquer Charles Lawton, qui était déjà en préparation d'un autre film au moment où le film est sorti au cinéma, et l'échec va en fait, c'est pas tant que l'échec va le contraindre à arrêter, c'est plutôt que l'échec va lui laisser moins de liberté sur son prochain film, et il va préférer ne pas faire de film plutôt que de faire un film sous la contrainte du studio. Ce qui est vrai qu'il a bénéficié d'une très grande liberté sur La Nuit du Chasseur. Et surtout qu'il était persuadé que son film serait un succès, en fait. Ouais. Il était pas du tout, il a pas du tout compris. Il a été brisé, en fait, par l'échec du film auprès du public. Et le film était en fait très mal vendu parce qu'il a été classé comme film d'art, donc film d'art et essai, en fait. Et du coup, la promotion a totalement bousillé la carrière du film, quoi. Le film a retrouvé, comme beaucoup de grands films qui ont été des échecs à la sortie, a retrouvé une seconde jeunesse plus tard. Malheureusement, Charles Lawton n'aura pas connu le succès critique, en tout cas qu'on a aujourd'hui sur ce film-là, parce que c'est vrai qu'on s'attaque à La Nuit du Chasseur, on n'est pas les premiers. Hein. Ce qui fait qu'on a été très long sur le contexte, c'est qu'il y a beaucoup de documentation. On est contente pour ça, mais c'est vrai que le film a été amplement analysé et surinterprété depuis des décennies maintenant. Et oui, et on se joint à ce grand mouvement des grands penseurs du cinéma que vous êtes, mes 2 amis, face à ma médiocrité, que voulez-vous. Si seulement. Alors, tout de même, ce film, il est présent dans la sélection Criterion, preuve qu'il a été réhabilité avec le temps. Mais Gré-Pigeon, on l'a dit la dernière fois, la collection Criterion, c'est peanuts. Ce qui compte, c'est la note des réfracteurs. Et on va laisser notre invité poser une note sur 10 en premier. Et oui, on ose noter La Nuit du Chasseur. À toi, Charlotte. Je rappelle que le 10 est la note suprême, mais qu'elle n'a jamais été attribuée jusqu'à présent, et que Gré-Pigeon la réserve à Barry Lyndon. Ah bon ? C'est chacun ses choix. Hein. J'ai pas le droit, alors. Bon, si, t'as le droit, tu as le droit. C'est moi qui m'interdis de mettre un 10. L'invité a tous les droits. Bah, je dirais 10 quand même, parce que, en plus, en le revoyant, je me suis rendu compte qu'il avait quand même vachement influencé de cinéastes aujourd'hui. J'y repensais beaucoup à O Brother des frères Coen, par exemple, qui reprend certains trucs. Alors, je pense quand même qu'il y a des rappels dans O Brother. Mais alors, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur George Miller, et il y a beaucoup de choses que je retrouve aussi de l'automne chez Miller, quoi. Enfin, en tout cas, de La Nuit du Chasseur chez Miller, quoi. Donc moi, je mettrais quand même un 10. Je suis surpris que Spike n'ait pas cité un autre film. Lui, en grand admirateur de Spike Lee, Do the Right Thing, avec les fameux tatouages Love and Hate qui sont aussi dans le film. Et je crois d'ailleurs qu'il reprend aussi une partie du monologue de Mitchum dans le film.
si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, c'est Radio Rhyme, celui qui finit tué par la police, qui a cette reprise du monologue de Robert Mitchum. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas évoqué ce film, Grey Pigeon? C'est tout simplement parce que c'est l'un de mes films favoris et que j'ai bien l'intention qu'un jour on se penche dessus, parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Donc c'est un film sur lequel je m'engage à revenir un jour, parce que vraiment c'est l'une des œuvres fondatrices de ma cinéphilie. Mais on n'est pas là pour parler de Do the Right Thing. Je vais moi aussi donner ma note à La Nuit du Chasseur. Elle aurait pu être parfaite si ma note parfaite n'était pas réservée à Fast and Furious 4, qui reste quand même le meilleur de la saga. Donc ce serait un 9 sur 10. C'est marrant parce que c'est un 9 sur 10 qui peut évoluer au fur et à mesure de mes visionnages. Je pense que si je reverrais le film maintenant, j'y verrais de toute autre chose, mais je pense que je garderais cette part d'émerveillement devant une œuvre si finement élaborée. Et quant à toi, Grey Pigeon, quelle est ta note? Ouais, j'étais un peu effrayé à l'idée de le revoir, effrayé et excité à l'idée de le revoir, parce que j'ai gardé un excellent souvenir de la première fois où je l'avais vu quand j'étais adolescent, et maintenant que je suis un peu plus âgé, j'avais peur de pas retrouver la magie que j'avais ressenti à l'époque, et ben en fait c'est allé bien au-delà de mes espérances. J'ai été émerveillé et même décontenancé par la fin notamment, ce qui m'a fait réfléchir plus que de coutume quand je vois un film. Je suis vraiment très tenté de mettre un 10 aussi, comme Charlotte, mais allez, je vais rester sur ma règle complètement stupide de ne pas attribuer de 10, donc je vais donner 9 sur 10. Un jour, on reviendra sur cette règle qui nous opprime. Mais Nous sommes des êtres enchaînés. C'est un film exceptionnel, et je crois que je n'attendrai pas 25 ans pour le revoir de nouveau. Ouais, on ne peut que mettre une emphase toute particulière et vous inciter à voir ce film, à voir ce grand classique. N'ayez pas peur de l'âge ancien du film, n'ayez pas peur de son austérité, celle du noir et blanc, celle du bien et du mal qu'on a évoqué. Laissez-vous tenter, comme s'est laissé tenter la mère des deux enfants. Il est temps, mon cher Grey Pigeon, de faire le tirage au sort. Non, mon cher Spike, tu oublies quelque chose, et je pense que c'est important. C'est de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous retrouver sur le site desrefracteurs.fr, et d'aller consulter les derniers articles qui sortent. Et surtout, j'allais te demander quels sont les articles à venir. Et tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que je travaille d'arrache-pied en ce moment. Nous sommes actuellement dans une rétrospective partielle des œuvres de Shinya Tsukamoto. Donc vous pourrez retrouver très prochainement plusieurs de ces films. À l'heure où sort le podcast, l'article sur Tetsuo 2 devrait sortir, donc il suivra Tokyo Fist et Bullet Ballet. On va aussi parler cette semaine des frères Cohen. Tiens, tu les mentionnais, Charlotte, et bien sache qu'ils vont revenir dans notre ligne éditoriale cette semaine. Et également des films qui étaient en compétition à Cannes il y a un an. Le festival 2023 vient de se finir. On va revenir sur un film de la sélection 2022 dans cette fin de semaine. Donc effectivement, presque tous les jours, il y a des articles qui sortent, qui suivent essentiellement les sorties Blu-ray et DVD du moment. Il y a toujours quelque chose à découvrir sur le site. Et je vous enjoins particulièrement à rejoindre notre Discord. C'est là qu'on dialogue le plus, et c'est surtout là qu'on a nos discussions passionnées autour des films de ce ciné-club, notre rendez-vous hebdomadaire. On tire un film au sort toutes les semaines à la fin du podcast. Grey Pigeon, roulement de tambour, c'est à toi de jouer. Eh ben écoute, une fois n'est pas coutume, je vais rien faire. Je vais laisser notre invité choisir un nombre compris entre 1 et 1190, car oui, il y a 1190 films dans la collection Criterion. Charlotte, comme ça, au débeauté, est-ce que tu peux nous donner un nombre? Attends, tu m'as dit quoi, 1180? Bon, allez, vas-y. Mon âge, 39. J'espère que c'est pas un truc... Eh bien, nous allons aller vers le Japon avec un film de 1966 signé Teijun Suzuki. Je m'excuse. On est dans mon jardin. Ouais, tout de suite pour la prononciation, avec le film Tokyo Drifter. Tu le connais, Spike, celui-ci? Ah oui, ouais. Ah oui. C'est Jun Suzuki, un cinéaste sauvage. Vraiment, je pense que tu vas adorer Grey. Ah super, je connaissais pas du tout. Tu connais, toi, Charlotte? Absolument pas. Alors, je vois que sur la collection Triperion, il compare ça à Russ Meyer, Samuel Fuller et Nagisa Oshima.
Eh ben, écoute, Ok. Oui, oui, il y a de ça. C'était vraiment on en reviendra dessus la semaine prochaine, mais c'est un des porteurs de la nouvelle vague sur laquelle on s'était penché. Il n'y a pas si longtemps, Grey Pigeon, rappelle-toi, on avait évoqué la nouvelle vague tout japonaise. à fait. Suzuki, c'est un de ces cinéastes qui l'ont incarné le plus flamboyeusement, et tu verras que toi qui aimes les histoires de gangsters, tu vas être servi. Eh ben, écoute, j'ai très hâte. Merci pour ce choix, Charlotte. Enfin, je t'en prie, c'était si facile. Et oui, on te remercie encore une fois, Charlotte, pour ce choix, pour toute ta participation passionnée à ce podcast. Tu nous as éblouis de ton savoir. Nous étions de bien pâles copies face à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ton petit coup d'autopromo, tu l'avais fait au début, mais pour les copains dont on a supprimé les rushs, on va les mentionner à nouveau. Oui, bah donc chez les copains de On a supprimé les rushs, donc en podcast. Chez Sueur Froide aussi sur internet pour les articles, et chez les réfractaires, pour qui je rappelle, vous pouvez donner des sous d'ailleurs, parce que Plein. ils ne le diront pas parce qu'ils n'aiment pas l'argent, mais vous pouvez donner des sous via le quoi, c'est quoi, c'est pas PayPal, c'est plus PayPal, c'est encore PayPal, c'est quoi? Si, c'est un bouton PayPal qui est présent sur la page du site, en haut à droite, si vous voulez participer à l'effort. C'est vrai qu'il n'y a que la passion qui nous anime, donc les dons sont les bienvenus. Merci de le rappeler à nos auditeurs, ça Voilà. fait toujours plaisir. C'est vrai que Oui, moi, parce j'ose que c'est pas des toujours, sous donc pour s'il vous c'est plaît. pas des sous pour se payer, mais c'est des sous pour éventuellement toucher recevoir des films ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Oui, et puis pour alimenter les frais de fonctionnement du site et de l'hébergement du podcast aussi. Donc, Non, mais voilà, je sais que vous le ferez pas, donc je le précise parce que vous le faites pas assez. bah écoute, c'est gentil de l'avoir fait pour nous. Peut-être qu'un jour on en vivra, on aura notre carte de presse et on pourra aller au festival de Cannes. Ça serait bien. Ce serait vraiment bien. Et ben en attendant ce rendez-vous sur la croisette, je vous remercie mes deux amis et je dis à tous nos auditeurs à très bientôt, à la semaine prochaine pour du Seijun Suzuki, ça c'est toujours un plaisir. À bientôt. Merci encore, Charlotte. Salut!